qui accouchait de documents à n'en plus finir, qui ne traitent pas du tout le besoin, mais on en met parce qu'on se dit plus j'en mets, plus je suis impressionnant et plus ça va être dans mon sens. Comment tu décrirais avec tes mots à toi ce qu'est un mémoire technique? Et ils se sont dit, mais là, on vient de lire 300 pages et ça ne répond pas du tout à notre besoin. Le mémoire technique, c'est un document de prix et donc la valeur technique. Le prix, il va être matérialisé par la grille de prix que vous allez soumettre à l'acheteur. Il ne faut pas oublier non plus, là, je dirais peut-être aussi préciser qu'il y a un engagement contractuel. Par rapport au prix, il faut qu'il y ait une synergie entre les deux quand même. Qu'est-ce que c'est la valeur technique pour l'hôpital de Rouen? Qu'est-ce que c'est la valeur technique pour France Télévisions? Ça va pas être la même chose. Tu obtiens le dossier, tu trouves où en fait les critères correspondants au mémoire technique, la rédaction du mémoire technique, la grille d'évaluation. Donc le mémoire technique, c'est ça, c'est un document qui vise à remporter les points des critères de valeur technique. Soit tu fais de l'artisanat, tu fais du prêt-à-porter, tu fais des H&M et tu as des magasins partout, soit tu fais du sur-mesure et tu as un truc entre les deux qui est je vais faire de la qualité sans aller vers du sur-mesure de créateurs italiens. On vous impose ce cadre et des fois même on vous impose un nombre de pages à ne pas dépasser. Vous n'avez pas le droit de dépasser 20 pages recto verso, ce qui fait 40 pages de document. Ok, épisode 3 du podcast AO Conquête destiné aux PME, aux entreprises qui veulent enfin décrocher des marchés publics. Donc merci à Podblend Gennevilliers encore une fois de nous accueillir pour cet épisode de podcast. Donc moi je suis Philippe Courtois, patron d'AO Conquête, notre cabinet qui aide les entreprises à décrocher des appels d'offres. Vincent, je te laisse te présenter. Peut-être petite présentation hein, dans la continuité. Vincent Buren, consultant en marché public avec Philippe depuis désormais 1 an. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, on va parler spécifiquement, roulement de tambour, du mémoire technique. Mémoire technique. Alors, pour rappel, le podcast d'AO Conquête, là, c'est le 3e épisode. Épisode numéro 1, c'était la philosophie. Pourquoi répondre aux appels d'offres? Pourquoi ça peut être intéressant? Pourquoi dans votre projet d'entrepreneuriat, le public, ne faut pas passer à côté? Ça, c'était l'épisode 1. L'épisode 2, c'était c'est quoi les étapes de réponse d'un appel d'offres, les 6 étapes, les pièges à éviter, etc. Là, l'épisode 3, on rentre dans le détail. Dans un détail particulier qui nous a paru très important d'aborder, qui est le mémoire technique. Donc, on va profiter de l'épisode pour en parler. Est-ce que du coup, Vincent, ça fait 1 an que tu travailles là-dessus. Alors, Vincent, tu as un parcours particulier parce que tu viens de l'immobilier et ça fait depuis 1 an que tu travailles du coup sur les marchés publics. Comment tu décrirais avec tes mots à toi, et il n'y a pas de souci, c'est une chaîne ouverte, ce qu'est un mémoire technique? En fait, je prends un peu le parallèle, on va dire, du mémoire de fin d'études, en fait. Ok, intéressant. Ok. C'est vraiment, c'est un résumé. On va prendre un sujet. Le sujet, ça va être un appel d'offres. Concrètement, un appel d'offres auquel on veut participer. Et on va devoir expliquer notre méthodologie. On va devoir expliquer nos moyens humains, nos moyens matériels, pour aussi justifier du prix qu'on va proposer. Pour moi, c'est ça un mémoire technique. Ok, Hein, très vraiment, bien, très bien. Non, mais très bien. c'est la vision et la synthèse que je peux en faire, en tout cas. Ok, merci pour. C'est intéressant, pareil, avec le mémoire des fins d'études. Pour remettre le contexte, on part du principe que vous êtes à l'épisode 3, vous savez ce que c'est qu'un appel d'offres, sinon vous voyez les épisodes d'avant. Mais quand vous répondez, le mémoire technique, c'est un document qui vise, que vous mettez dans votre réponse, du coup, lorsque vous candidatez à un marché public. C'est un document qui fait partie d'autres documents, mais dans votre offre, vous avez 2 éléments importants qui sont votre prix et ensuite le mémoire technique. Quand vous répondez à un appel d'offres, il y a des documents, vous avez des critères et ces critères, c'est le prix et donc la valeur technique. Le prix, il va être matérialisé par la grille de prix que vous allez soumettre à l'acheteur. Donc ça, c'est comparer votre prix par rapport aux concurrents, c'est un chiffre qu'on compare. La valeur technique, elle va dépendre de chaque appel d'offres. Qu'est-ce que c'est la valeur technique pour la ville d'Asnières? Qu'est-ce que c'est la valeur technique pour l'hôpital de Rouen? Qu'est-ce que c'est la valeur technique pour France Télévisions? Ça ne va pas être la même chose. Et donc, ce critère de valeur technique, vous ne pouvez le matérialiser que dans un document qui s'appelle un mémoire technique. Donc, le mémoire technique, c'est ça, c'est un document qui vise à remporter les points des critères de valeur technique, sachant que vous êtes dans un contexte particulier où quand vous répondez à un appel d'offres, vous n'êtes pas dans la pièce pour défendre votre offre. On soumet un dossier, donc en fait vous vendez à l'écrit et vous n'êtes pas dans la pièce. C'est pas une présentation PowerPoint que vous mettez sur un écran, vous projetez sur un mur et vous faites la météo en disant alors là j'explique. Vous n'êtes pas là. Donc l'entreprise n'est pas là pour défendre son offre. Donc c'est complètement différent de ce qu'on retrouve en B2B habituel en fait. Et quand tu trouves, par exemple, imaginons, tu vois, tu es une entreprise on va dire, de maçonnerie. On va prendre l'exemple que tu as cité là tout à l'heure. Il y a un appel d'offres.
Tu télécharges le dossier, tu obtiens le dossier. Tu trouves où, en fait, les critères correspondants aux mémoires techniques? La rédaction du mémoire technique, la grille d'évaluation. Où on Ok, le trouve, en fait, cette information-là? excellente question. Première étape de la réponse, n'hésitez pas à regarder l'épisode 2, on détaille les étapes de réponse à un appel d'offres. Il y en a 6, donc 6 pièges à inviter. Là, ce que tu dis, l'étape de téléchargement de l'appel d'offres, on va télécharger le dossier et on va l'étudier. Et ces critères, vous avez un document qui s'appelle le règlement de la consultation, ou RC. Et c'est le document qui va donc dire les règles de cette fameuse consultation. Vous allez avoir l'identité de l'acheteur public, vous allez avoir la date de remise, vous allez avoir les documents à indiquer dans le dossier pour soumettre votre réponse à appel d'offres. Et ensuite, ils vont vous dire, voici les critères selon lesquels vont être jugées les offres des entreprises qu'ils appellent opérateurs économiques, mais c'est la même chose. Et vous allez voir ces critères, et généralement, c'est du 60-40. Et ça va être soit 60% pour le prix, 40% pour la valeur technique, ce qui donne pour indice que l'acheteur public, du coup, est dans une démarche plutôt de maîtrise des coûts, puisque le prix va être prioritaire. Soit ce qu'on retrouve le plus souvent en 2025, qui va être 60% pour la valeur technique et que 40% pour le prix. Et comme j'ai dit en début d'intervention, donc comment vous allez prendre euh, un maximum de points, en fait. Le prix, c'est 40% prix, bah, ça va être matérialisé par votre grille, votre annexe financière. Et les 60% de valeur technique, et on vous dire par exemple 60% de valeur technique, dont 20% pour les moyens humains, 20% pour les moyens matériels et 20% pour vos délais de livraison ou pour les CV de l'équipe ou pour votre méthodologie pour répondre à l'appel d'offres. À partir du moment où vous avez ces points, vous allez devoir accoucher ou créer ou mettre en place du coup un document, votre mémoire technique, qui va vous permettre de répondre justement aux critères de l'acheteur. Est-ce qu'il y a des différences? Je vais prendre un exemple un petit peu, un cas particulier. Imaginons, bah, j'ouvre le règlement de consultation, justement, pour le marché de maçonnerie. Euh, et je vois que on parle pas de mémoire technique, mais de cadre de réponse. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? C'est la même chose? C'est quoi la nuance avec le mémoire technique? C'est une bonne question aussi. Un cadre de réponse, en fait, un cadre de réponse, si vous ouvrez un dossier d'appel d'offres et que vous voyez un document, souvent c'est un document Word, qui s'appelle CRT, c'est pas cool. Et c'est pas cool pourquoi? Parce qu'en fait, le CRT, c'est-à-dire que l'acheteur, il vous envoie comme signal en disant on veut pas que vous nous envoyiez votre mémoire technique habituelle. Donc, on veut pas que vous envoyiez votre document fait à votre sauce. On vous contraint, on va vous contraindre à répondre à notre cadre de réponse technique, qui est ce document que vous devez remplir. Et vous devez répondre à ces questions et dans cet ordre et pas autrement. On vous enlève la créativité, vous ne pouvez pas répondre avec votre charte, vous ne pouvez pas répondre avec un PowerPoint, vous ne pouvez pas répondre. Vous devez remplir ce document et vous êtes contraint et forcé de remplir ce document. Donc voici la différence pour répondre à la question entre un mémoire technique. Un mémoire technique, c'est un document que l'entreprise va créer elle-même et donc elle va être maîtresse de son destin en fait. Elle ouvre son document, Word ou PowerPoint, elle fait sa créativité, sa charte, elle dit j'ai envie de faire 200 pages là-dessus. Non, pas 200, 40. Puis mon logo, je vais le mettre là. C'est comme une toile blanche où vous peignez, vous faites ce que vous voulez. Le cadre de réponse technique, c'est comme une toile où il a déjà défini les contours, les personnages et vous dit vous coloriez dans ce cadre-là, c'est pas autrement. Voici la différence. Pourquoi ils font ça? Et du coup, c'est une belle transition. Pourquoi ils font ça? C'est que malheureusement, trop d'entreprises font non seulement de mauvais mémoires techniques, du coup, qui répondent pas aux besoins de l'acheteur, et l'acheteur public, du coup, dit merci pour ce document de présentation, mais ça répond en rien à nos besoins, donc on est un peu frustré, du coup. On vous a laissé créativité pour créer un truc, vous avez créé un truc qui répond pas à notre question. Et ça répond aussi malheureusement. Alors, on répond pas aux besoins, donc du coup, ils nous forcent en disant on va mettre les besoins, vous devrez y répondre. Deux, il y a aussi beaucoup de. Alors, c'est plus vrai pour les grosses entreprises qui vont avoir vraiment une approche volumétrique de la réponse aux appels d'offres et qui vont envoyer le même mémoire à tout le monde, quoi. Mais est-ce que c'est lié uniquement à l'approche volumétrique? C'est autant l'approche volumétrique dans les marchés de services que de fournitures, du coup? S'il n'y a pas de... Non, c'est parce que y a- l'approche volumétrique, au-delà d'un type d'appel d'offres, que ce soit travaux, fournitures ou services, en fait, c'est une démarche d'entreprise. C'est la politique interne. C'est la politique de l'entreprise. Est-ce que tu as envie de faire de la quantité? Est-ce que tu as envie de faire de l'industriel ou de l'artisanal? Est-ce que tu vas être le boulanger de quartier où à chaque baguette, tu vas faire la température, etc. Ou est-ce que tu fais le pain façon brioche pasquier?
Et tu fais ça, tu fais de l'usinage, et c'est par tranche de 24 et c'est sur toute la France et tu noies le truc comme ça. Et qu'est-ce qui marche C'est le mieux du coup c'est pour 2 toi? approches différentes. Entre les 2 approches? C'est, On va reprendre l'exemple du pain. Le gars qui arrive à faire les quantités d'un pasquier, je dis la marque, désolé, mais c'est comme ça, qui arrive à faire les quantités d'une brioche pasquier avec la qualité du pain individuel, le mec, c'est Dieu. T'imagines? Tu arrives à arroser toutes les centrales d'achat des Leclerc, des Carrefour, et chaque pain individuel, il a la qualité du boulanger en bas de chez toi. C'est beau comme idée, mais personne n'a trouvé comment l'exécuter. mais le juste compromis, c'est quoi alors, du coup? Bah, le juste compromis, c'est un peu. Je vais parler un peu vêtements. Ça nous fera. Soit tu fais de l'artisanat, tu fais du prêt-à-porter, tu fais des H&M et tu as des magasins partout, soit tu fais du sur-mesure et tu as un truc entre les deux qui est je vais faire de la qualité sans aller vers du sur-mesure de créateur italien, mais je vais acheter un truc un peu plus. Voilà. En mémoire technique, en réponse à appel d'offres, c'est la stratégie de l'entreprise. À partir de cette stratégie, vous avez du coup accouché du mémoire technique qui vous ressemble. Les grosses boîtes, elles ont cette approche volumétrique parce que généralement, elles sont présentes sur toute la France et il faut qu'elles soient présentes partout. Et même les grosses boîtes, elles auraient des ressources limitées. Je connais aucune entreprise qui a un service à appel d'offres avec 30 personnes dedans, ça n'existe pas. Généralement, vous avez un service à appel d'offres où 5-6 personnes. Ces 5-6 personnes, quand on a traité plusieurs centaines de dossiers, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire le boulanger, le boulanger de chez moi. Vous êtes obligé d'avoir une approche volumétrique. Et elles ont aussi, les grosses boîtes ont aussi un avantage, c'est qu'elles n'ont pas vraiment besoin de faire de l'artisanal dans le sens, elles sont tellement connues, elles ont tellement une telle notoriété, et elles ont des références telles qu'en gros elles disent c'est comme ça, j'impose mon style, c'est C'est comme vraiment ça. l'image de marque en fait Ouais, qui va dominer en fait voilà, la exactement. Je qualité de m'appelle valeur Bureau technique. Veritas, on fait du contrôle, c'est comme ça que ça se passe, on existe depuis 140 ans, on a 150 000 références. C'est comme ça que ça Mais va du se coup passer. Je ne sais pas pour pointer du doigt cette entreprise en particulier, mais c'est, je pense, entreprise à notoriété. Là où du coup, une entreprise qui n'a pas de notoriété, elle peut pas s'amuser à faire ce jeu-là. On est dans un autre. On peut pas. Personne. Si tu es une TPE que personne ne te connaît, tu peux pas arriver en disant j'impose mon style, c'est comme ça, c'est ma marque, c'est pas autrement. La Sharpie qui va te regarder, il va dire d'où tu sors. Et en fait, ce qui se passe, donc c'est pour ça que les petites boîtes, le seul moyen de vous en sortir par rapport à ces gros, pour reprendre l'exemple de Pasquier, c'est de faire du sur-mesure, c'est d'être le créateur italien, quoi. Vous n'allez pas battre H&M au jeu du volume. Mais par contre, je vais faire 2 t-shirts, 2 pantalons. Par contre, ils vont être sur mesure, ils vont être taillés sur mesure, etc. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une boîte va avoir une approche volumétrique? C'est un choix. C'est soit je vais faire un volume pour adresser un maximum de clients, mais dans ce cas, je vais sacrifier la qualité. Soit je vais viser un petit nombre de cibles potentielles, mais chaque cible, je vais vraiment faire un level. Le jour où quelqu'un trouve la recette pour faire un max de volume et chacun est traité avec une qualité de sur mesure, bah là, c'est le roi du pétrole. Mais aujourd'hui, personne n'a trouvé. Donc, soit on fait un jeu de volume, approche volumétrique, soit on fait de l'artisanal. Si vous êtes une petite entreprise, une PME, une TPE, vous n'avez pas d'autre choix que de faire de l'artisanal. Et comment ça se passe du coup peut-être je pense qu'il faudrait peut-être qu'on explique cet aspect-là. C'est, imaginons, on fait on crée le mémoire, on répond aux critères pris. Mais après, comment ça se passe pour la notation? C'est quoi l'impact en fait? Est-ce que c'est, par exemple, si on a un positionnement qui n'est pas forcément top en prix, mais qu'on a un très bon positionnement en valeur technique, est-ce que ça peut nous permettre de décrocher le marché? Ça dépend des critères. C'est comme je l'ai dit au début, vous ouvrez ce fameux règlement de la consultation. C'est un peu comme les règles du Monopoly, hein. Vous ouvrez le jeu, vous dites c'est quoi les règles, ok. Vous bougez de 3 cases, c'est ça le règlement de la consultation, c'est les règles du jeu. Donc vous ouvrez le règlement de consultation, il va vous dire les règles du jeu. Et s'il vous dit que les règles du jeu sur cet appel d'offres, en fait, c'est que le prix. Je prends la version la plus mauvaise et je prends la meilleure après. Version la plus mauvaise. Les critères de cet appel d'offres, les critères de jugement des offres seront à 70% sur le prix et à 30% pour la valeur technique. Dans cette valeur technique, ce qu'on va prendre en compte, c'est votre délai de livraison qui comptera pour la moitié de cette note technique et l'autre moitié, ça va être la qualité de vos produits. Je vois un truc comme ça, je me dis, OK, 70%, généralement, ça va être un marché, mettons un marché de fourniture de bureautique. 70% sur le prix, OK, déjà, ils ont vraiment une approche budgétaire serrée. Et en plus, là-dedans, donc il me reste 30%, donc c'est la grille de prix qui compte pour 70%. Et dans les 30% restants, de valeur technique, donc qui va être matérialisé dans mon mémoire, j'ai 50% qui sont pour du délai de livraison. Donc ils veulent du pas cher qui livre vite. Ouf.
Moi, si un client demain vient me voir avec un truc comme ça, je veux dire, j'ai pas tellement de valeur ajoutée parce que ton bordereau de prix va compter pour 70% de la note. Et sur les 30% restants, donc 15 points, c'est ta capacité à déplacer tes camions rapidement. Donc en fait, je vais intervenir sur les 15% qui restent. Et en plus, comme je te prends une com au passage si on remporte l'appel d'offres, je vais gréver ton truc. Ça, c'est le mauvais. On va prendre l'autre appel d'offres plus sympa, un appel d'offres où on va prendre un extrême inverse du coup. 80%, on est sur un truc innovant. Donc 80% de la note, c'est la valeur technique. Et le prix n'est que secondaire. Il ne compte que pour 20% de la note. Ça existe. En achat innovant, c'est des taux qu'on trouve, hein. Là, ça va être sympa. Là, ça va être sympa parce que je vais être capable de dire à l'entreprise qui va venir me chercher sur un truc comme ça, OK, ta grille de prix, elle va compter que pour 20% de la note. Donc là, sur un truc comme ça, pour répondre à ta question, tu peux être au double de prix du gars d'en face si ton mémoire technique qui compte pour 80% du coup. Ça dépend vraiment de la Et vraiment, pondération, quoi. ça Ouais. dépend vraiment de la pondération des critères. Donc 20% de la note, tu peux être 50% plus cher si ton mémoire technique est meilleur. C'est comme au bac. Au bac, tu as Et ouais, des des coefficients. coefficients. Si tu as un bac scientifique, les mathématiques, c'est coefficient 8, et qu'à côté, l'anglais, c'est coefficient 2, tu peux te planter en anglais si tu es bon en maths. Si tu as 12 en maths, coef 8 en anglais, tu as une note machin, ça se rattrape. Par contre, si tu es en littéraire, et que là, l'anglais, il compte coef 8 et les maths, coef 1,5, si tu te plantes en maths, tu t'en fous, mais là, si tu te plantes en anglais, t'es mort. Donc ça dépend, vraiment. C'est vrai. Pensez à ces coefficients au bac, si ça peut vous aider à retenir le truc, c'est plutôt Et pas mal. on commence par quoi dans la rédaction de la mémoire technique, du coup? C'est Euh, quoi la première étape à faire Alors déjà, ce que je te propose, excellente question que je vais traiter, promis, mais ce que je te propose du coup, c'est qu'on va commencer par les erreurs qu'on voit régulièrement en fait. Les erreurs qu'on voit régulièrement, bah, toi et moi, on a vu des mémoires techniques. Bah, le PowerPoint déjà. Ouais, Le format. Alors, typiquement, voilà. On va. Section du podcast, les erreurs de la mort. Des erreurs de la mort du mémoire technique. Erreur numéro 1, déjà, c'est prendre, c'est prendre des présentations d'entreprise, les mettre dans le dossier, dire, ça y est, c'est ça mon mémoire En fait, c'est technique. ce qu'on envoie la plaquette. Ouais, c'est la plaquette. Et en fait, on a mis non, mais j'ai mis plusieurs plaquettes. Il y en a une, c'est ma présentation 2025. L'autre, c'est l'équipe. L'autre, c'est le truc du séminaire. J'ai dit, mais ça reste de la plaquette. Ça reste de la plaquette et ça répond pas. Donc, prendre des plaquettes, mettre ça et je dis, c'est bon, c'est mon mémoire technique. Non, c'est une présentation, c'est pas un mémoire technique. Encore une fois, le but d'un mémoire technique, c'est qu'il y a un besoin et c'est qu'est-ce que vous mettez en face de chaque case pour matcher et répondre aux besoins du client. Donc, présentation, plaquette, c'est mort. Erreur numéro 2, c'est je vais prendre ce que je fais dans le privé et je vais glisser vers le public. Et tadam! Copier-coller. Voilà. Non, mais je réponds aux appels d'offres privés. Donc, on va faire ce qu'on fait en appel d'offres privé, on va le faire dans le public et c'est bon, ça marche. Et non, c'est pas. On pourra faire un autre podcast. Pourquoi un acheteur privé, c'est complètement différent d'un acheteur public. Il y a acheteurs dedans, mais ils ont pas du tout ils vivent pas la même journée, ils vivent pas la même année. C'est deux métiers complètement différents. Donc, vous pouvez pas parler à l'un comme vous parlez à l'autre. Et vous allez vous rendre. Ceux qui viennent nous voir souvent, c'est des gens qui disent on a essayé, mais on leur répond avec ce qu'on fait dans le privé, mais ça ne fonctionne pas. Et vous dites c'est normal que ça fonctionne pas parce qu'en fait, il y a une erreur de traduction. Vous parlez à un type d'acheteur complètement différent qui a son propre langage et vous répondez à un cahier des charges qui n'est pas du tout fait de la même manière. Donc, vous essayez de faire rentrer un triangle dans un carré. Après, tu as même des commerciaux parfois qui viennent te voir, qui te disent bah, j'ai rencontré l'acheteur, ça a super bien matché, donc en fait, je vais être tranquille pour rédiger le mémoire. Alors, c'est ça, c'est un peu ça. Alors, ça aussi, on pourrait carrément encore faire un podcast dessus. J'ai rencontré l'acheteur en amont, donc en fait, c'est bon, c'est qu'une formalité. Il suffit que je présente un truc et ça va le faire. Je vais faire une rapide digression parce que ça sort du simple cadre du mémoire technique. Mais ce que je réponds en fait au commercial qui me dit ça ou au DG qui me dit ça, je dis l'acheteur, dès comme toi, il en a rencontré 5 autres, hein. Et en fait, ce qu'on oublie souvent, les commerciaux se disent ouais, mais nous on est formés, contre-argumentaire, etc. Je dis les acheteurs aussi, ils sont formés, hein. Et ils sont formés à traiter des commerciaux. C'est un peu comme dans Star Wars, il y a les Jedi et il y a les Sith là, hein. Vous avez les deux côtés de la force. Vous vous dites, ouais, moi je suis un Jedi, j'ai un méga sabre et tout. Je dis, non, en face, il est entraîné, hein. Sauf non seulement ils sont formés, mais ils sont formés à ne pas montrer qu'ils le sont. Quand tu penses acheteur, toi tu penses à quelqu'un devant. Je sors du mémoire technique, mais c'est important. Quand tu penses acheteur, tu penses, ouais, c'est un gars, il gère des chiffres et des tableaux Excel.
Donc tu dis, moi je vais arriver, moi je suis commercial, je fais du terrain, moi endormir les clients, moi je fais ça toute la journée. Lui, son métier, c'est d'endormir les commerciaux et de te faire croire que c'est un dindon Des qui anesthésies, en fait. et te faire croire que c'est un dindon qui traite du fichier Excel. Donc toi t'arrives, t'es en mode machin. Mais ils sont formés, ils font des écoles. Comment tu gères un commercial? Comment quand le commercial il te sort et essaye de te faire ça, comment tu le comptes? C'est des commerciaux de commerciaux les mecs. C'est pas des victimes. Surtout dans le public et bref. Donc le truc, ouais, j'ai rencontré l'acheteur, vraiment, j'ai créé un rapport humain avec l'acheteuse, je l'ai emballé, c'est elle qui Il t'a faut toujours se emballé. concentrer sur C'est elle sur le qui t'a mémoire. emballé parce que dès que t'es sorti, t'es parti avec ta voiture, il y a le prochain qui est arrivé derrière. Donc, faut jamais Avec négliger. qui? Et le mec, il sort, j'ai créé un rapport avec cet acheteur. Je l'ai mis dans ma poche, ça va être sûr. Si tu sors avec cette impression, c'est que c'est lui qui t'a mis dans sa poche. Ah, Son métier, c'est que chacune personne qui sort de la pièce dit: ah, mais j'ai un super rapport avec l'acheteur. J'ai l'impression que c'est moi l'élu. Donc, en fait, ce qui se passe, et pour revenir après au sujet du mémoire, mais c'est lié. Et donc, moi, je vois trop d'entreprises qui me disent: non, mais moi, j'ai rencontré l'acheteur en amont, on a créé un super rapport humain et tout. Donc, c'est une formalité. C'est pas la peine. Le mémoire, on va le faire parce que c'est une formalité. C'est un peu l'homme et le CV, c'est vite fait. Moi, j'ai rencontré le recruteur. Ah, mais je l'ai Emballer, charmé. c'est peser, quoi. Je l'ai charmé. Ouais. Je lui envoie n'importe quoi. Ouais. Tant qu'on envoie un document avec écrit un truc dessus, il va me recruter. J'ai dit, mais le problème, c'est que on raconte souvent l'histoire de celui qui a eu le rendez-vous en amont avec l'acheteur et qui a remporté l'appel d'offres. On raconte pas l'histoire des 9 autres qui ont le même rendez-vous et qui se sont dit: j'ai pas eu l'appel d'offres alors qu'on s'adorait. Il est formé pour te faire croire que tu as toutes ses chances. C'est son rôle. Son rôle, c'est de faire en sorte qu'il ait un maximum de réponses. Comment il fait pour avoir un maximum de réponses? Il rencontre un maximum d'entreprises. Comment il fait pour s'assurer que ces entreprises répondent? Il te fait croire que tu es le seul. Ah oui, ah ouais, vous vraiment, votre solution, ah ouais, hein, par rapport aux autres que j'ai reçus, non, vraiment. Et vous sortez du rendez-vous, on va répondre à l'appel d'offres, il est pour nous. Sauf qu'il y en a 9 autres, vous êtes 10. Hein. Voilà. Donc, pensez que je vais pouvoir délaisser la rédaction, de du mémoire technique parce que j'ai rencontré l'acheteur en amont et j'ai créé un super rapport. C'était You and Me, hein, vraiment. Ouais, du You and Me, il en a fait avec. C'est son métier de faire du You and Me, en fait. Donc, non, quel que soit le discours que tu as avec l'acheteur, il faut assurer le mémoire technique. C'est comme avec un recruteur, et tu as fait des clins d'œil et tout, mais tu es obligé. Tiens, je t'ai décroché un super entretien. C'est une formalité. Non, c'est jamais une formalité. Erreur numéro 2, donc, c'est j'ai rencontré l'acheteur en amont et du coup, je pense que je peux aller les mains dans les poches, quoi. Parce que vraiment, je l'ai charmé. Ah, t'étais pas là dans le bureau. Hein. Ouais, toi, t'étais pas là dans le bureau avec les 10 autres derrière non plus, qui l'a charmé pareil. Donc voilà. Erreur numéro. Je sais plus à quel numéro On était au d'erreur, mais 3, ouais. on a fait. Je mets une plaquette commerciale et je pense que c'est un mémoire technique. Je prends ce que je fais dans le privé et je le mets dans le public et ça fonctionne pas, je comprends pas pourquoi. Et j'ai rencontré l'acheteur en amont et du coup. Après, il y a peut-être le synthétique aussi. Je peux mettre n'importe quoi, effectivement. Je peux être n'importe quoi et comme je l'ai rencontré en amont, c'est cool. Ouais, le mémoire synthétique, c'est une erreur, mais je pense pas que les entreprises qui le font volontairement. Euh, Tu as des métiers qui ont plus d'affinité avec ce genre de choses, et ça dépend comment tu es équipé. Une entreprise de BTP, si tu as une séparation entre les gens qui traitent les chantiers, les chefs de chantier, et tu as du personnel administratif qui maîtrise ces outils numériques et ce verbillage, donc c'est la collaboration entre les deux qui vont donner un truc. Si tu es une TPE, et c'est toi qui es sur les chantiers, et c'est toi qui rentre après, qui est sur le PC à faire les trucs, et c'est toi qui es machin, tu peux tomber sur. Je dis pas que les gens qui sont sur le BTP ne sont pas doués pour forcément écrire, mais c'est pas ton métier de rédiger. Ton métier, c'est d'être sur les chantiers. Et c'est pas de rentrer sur des documents Word et de faire des diagrammes en pastel pour expliquer le truc. C'est des métiers séparés. C'est pour ça qu'on a des gens des bureaux, on a des gens sur le terrain. Donc la difficulté du synthétique, ils font pas du synthétique en disant c'est pas une stratégie de faire du synthétique, c'est qu'ils savent pas faire autrement. Est-ce que c'est une erreur ou pas en soi ou... Présenter un document trop synthétique est une erreur, mais je pense pas que si tu demandes à la personne qui a produit ce document synthétique, elle va dire mais j'ai mis tout dedans. Ah, pour elle, c'est pas une erreur. Mais non, il s'est pas dit stratégiquement dans mon échiquier, je vais stratégiquement faire exprès de faire un truc synthétique. Tu demandes au gars, il va dire non mais j'ai mis toute ma life dans ce document. Tu dis mais c'est un truc de 12 pages. Bah ouais, mais j'ai tout mis. Tu dis, ah ouais, non mais tout mis pour toi et tout mis pour nous, je t'assure que ça n'a pas la même signification. Lui, il va être sincère. Pour lui, c'est pas un document synthétique. Pour lui, il t'a dit il t'a raconté tout ce qu'il fait.
Alors, tu prends un exemple comme ça. Installation borne que j'avais déjà donné dans l'épisode 1 d'ailleurs, mais c'est pas grave, vous aurez droit à une deuxième exemple. On va changer. Épisode 1, j'avais parlé de borne de véhicules électriques, borne de recharge pour véhicules électriques. Donc si vous êtes intéressé, allez voir l'épisode 1. Là, on va parler, exemple, un plombier. Tu dis, OK, comment tu interviens? Mettons que tu as un OPH, un bailleur social, et tu interviens chez une locataire pour changer le chauffe-eau, etc. Ouais, pas de problème. Bah, du coup, en fait, je garde le camion, je prends les outils, je monte chez la locataire, je regarde un peu ce qui se passe avec son ballon, je le change. Je lui explique un peu l'intervention, je repars et voilà. Si tu lui dis à ce moment-là, mais tu m'as dit tout ce que tu veux, il va dire ouais, j'ai dit tout ce que je fais. Je viens avec le camion, je parle avec la locataire, elle monte le truc, je vais dans le truc, je change. D'accord, ok. Tu coupes pas l'eau? Mais si je coupe l'eau, mais ça, je vais pas le Tout le raconter. monde le sait. Ouais, Tout le monde le sait. le fameux. Mais tout le monde le sait. Tu vas pas dire que tu. Bien sûr que tout le monde coupe l'eau. Ouais, mais c'est pas dans ton truc. Oui, mais je l'ai pas mis parce que ça fait tout le monde, parce que tout le monde le sait. Il y a combien de trucs comme ça que vous mettez pas parce que tout le monde le sait et que tout le monde le fait? Et ben, je t'assure, tu t'amuses à faire ce jeu-là, le truc de 12 pages, d'un seul coup, il en fait 30. Mais comment tu fais pour pas rentrer aussi dans l'exact opposé, cette erreur aussi qu'on peut voir dans certains cas, Ouais. c'est de vouloir blinder en termes de quantité. J'ai jamais vu ça. Non, Ah, ça c'est. il y a une chose. Alors, c'est un bon point. J'ai jamais vu l'excès d'explication. Genre, j'ai jamais vu. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'on blinde, mais on blinde pour blinder, on blinde avec du blabla. D'accord. C'est un peu comme à l'école, quoi. Ouais, Quand on c'est fait un du peu ça. Je hors-sujet pour. rajoute des trucs, etc. Et ça, il le voit. Et quand en début de podcast, tu m'as dit, c'est quoi la différence entre un mémoire technique et un cadre de réponse technique, cadre de réponse acheteur imposé par l'acheteur? S'ils ont fait ça, c'est pour se prémunir de ça. Ils en avaient marre, en fait, des entreprises, plus ou moins grandes, hein, il n'y a pas que les grosses boîtes qui sont coupables de ça, qui accouchaient de documents à n'en plus finir, qui ne traitent pas du tout le besoin. Mais on en met parce qu'on se dit, plus j'en mets, plus je suis impressionnant et plus ça va être dans mon sens. Et ils se sont dit, mais là, on vient de lire 300 pages et ça ne répond pas du tout à notre besoin. Donc, pour se prémunir de ça, il y a de plus en plus d'acheteurs, malheureusement, qui vont dire, on ne vous laisse plus créer votre propre mémoire technique parce que vous avez abusé du procédé. On vous laisse plus carte blanche pour faire ce on vous impose ce cadre et des fois même, on vous impose un nombre de pages à ne pas dépasser. Vous n'avez pas le droit de dépasser 20 pages recto verso, ce qui fait 40 pages de document Word. Parce qu'on en a marre. Là, je prends la voix de l'acheteur public. Parce qu'on en a marre. Des trucs qui répondent carrément à côté. T'imagines, t'es à l'école, la maîtresse ou la prof, peu importe, elle te dit fais-moi une dissertation sur l'Allemagne de telle époque. Et toi, tu réponds avec 300 pages sur le Japon, quoi. Féodal. Rien à voir. Bah, tu dis merci, mais tu m'as juste pollué, en fait, avec de l'information inutile. Donc, plutôt que de te donner un sujet et de te laisser rédiger comme tu veux, je vais faire une feuille avec les questions précises à laquelle tu dois répondre. C'est ça, un cadre de réponse. Donc, en fait, trop synthétique, c'est mauvais, parce que trop synthétique, ça dénote, en fait, c'est qu'on ne maîtrise pas les règles du jeu, on ne sait pas comment rendre ce qu'on fait suffisamment attractif pour un acheteur. Un mémoire technique qui fait 12 pages, c'est pas un mémoire technique. À l'inverse, un truc qui fait 300 pages avec des plaquettes de présentation, des machins qui répondent pas du tout à mon besoin, aux besoins de mon chantier, à mes besoins de formation, à mes besoins de fourniture. Et c'est du blabla, blabla. On a fondé notre entreprise en telle année, puis le père fondateur, il est parti de l'autre côté, machin, et tu fais ça pendant 10 pages. Je dis, mais je m'en fiche. J'ai besoin, tu ne le traites pas. Donc oui, faire trop long. Mais le but... Donc, une entreprise qui va me voir avec un mémoire technique, alors je vais préciser du coup, c'est pas un cut, mais c'est un insert qui est qui est un peu important. Dans les services qu'on propose, il y a notamment cet audit du mémoire technique. Et l'audit de mémoire technique, il sert notamment, en fait, le propos, c'est de dire à une entreprise, on est d'accord, vous avez du personnel qui répond déjà aux appels d'offres, donc on va pas leur voler leur boulot. Donc on va pas faire ce qu'on fait d'habitude, qui est de répondre aux appels d'offres à la place de la boîte. Donc gardez vos équipes, qui continuent à répondre. Par contre, est-ce que vos équipes, elles ont bon instrument? Elles ont les meilleurs outils? La grille de prix, c'est votre grille de prix, mais en termes de mémoire technique.
Ah ben, on n'est pas sûr. C'est vrai qu'on a observé qu'on transforme un peu moins qu'il y a 5-10 ans. Ou alors c'est vrai qu'il y a des nouveaux concurrents, donc ça il y a une petite disruption dans le truc. Et nous, ce qu'on propose, c'est écoutez, on peut regarder ce que vous faites et vous dire si oui ou non vous êtes dans les standards de l'industrie par rapport à ce qui se fait en 2025. Parce que si votre mémoire technique, vous l'avez créée il y a 10 ans et que vous répondez toujours avec le même et qu'on s'est habitué, ça a toujours été comme ça, il y a peut-être une dérive des continents par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, où vous dérivez vers du bon ou du moins bon sans savoir ce qui se passe. Et c'est quoi le process du coup? Le process pour une entreprise qui veut faire un audit de mémoire technique, c'est que déjà, première chose, ne nous envoyez pas votre mémoire directement comme ça. C'est plutôt déconseillé. Merci pour votre confiance, mais évitez. Ça reste un document interne sur lequel vous avez mis beaucoup d'efforts. Donc ne l'envoyez pas à n'importe qui. Le message que je veux dire. Donc, si un autre consultant vous dit envoyez-moi votre document, non. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par envoyer un engagement de confidentialité. Donc, c'est un document qui dit je sous-signé Philippe Courtois, dirigeant de l'entreprise à Reconquête, m'engage à ne dévoiler aucune information. Parce que c'est un document interne, vraiment, c'est du secret commercial. Donc, on vous envoie dans un premier temps cet engagement de confidentialité ou NDA, ceux qui préfèrent le vocable anglo-saxon. Là, une fois que vous avez l'engagement, vous pouvez nous envoyer vos documents. Vous êtes protégé par l'engagement de confidentialité. On ne va pas dévoiler quoi que ce soit sur vos documents commerciaux. Et à partir de là, on lit le document et on vous fait un rapport pour vous dire voici les points forts de votre document, voici ce que vous faites très bien, et ce qu'il ne faut pas changer du coup, et voici les points d'amélioration. À partir de là, ça vous donne une espèce de score sur est-ce que vous êtes plus ou moins loin des standards de l'industrie sur votre domaine d'activité. Et du coup, c'est ça aussi qui va nous permettre de chiffrer le devis. Parce que souvent, la question qu'on peut se poser, c'est d'accord, ok, combien ça coûte de faire mémoire technique? Je dis, c'est comme si tu me demandais combien ça coûte de faire une salle de bain. Faut que je vois la tête de la salle de bain, faut que je vois la taille, faut que je vais pas te donner un prix, c'est pas combien ça coûte une voiture? Je peux t'en trouver une à 500 €, je sais pas si tu vas rouler très longtemps avec, je peux t'en trouver à une à 5 000 000, mais voilà. Donc combien ça coûte à mémoire technique? Faut qu'on fasse un audit, on fait un échange documentaire, on vous envoie la confidentialité, vous nous renvoyez vos documents, et là on fait un état des lieux et on fait un rapport. Si vous êtes dans le vrai, si l'entreprise est dans le vrai à 80, c'est rare. On va pas se dire il y a une fois où j'ai reçu un mémoire technique où je dis: «Waouh, lui il est vraiment bon». Mais si l'entreprise est dans le vrai à 80, donc on va facturer que les 20 restants. Si l'entreprise est dans le vrai qu'à 20 ou 30, on va dire: «Bah, ce que vous faites très bien, c'est ces 30 là. Ce qui manque par rapport aux standards de l'industrie, c'est la différence, donc c'est ça, donc on va facturer ça». Donc c'est à chaque fois sur mesure. Ça, c'est vraiment le différentiel pour avoir un état des lieux. Et je pense que je vais reprendre l'exemple que tu m'as cité tout à l'heure aussi. C'est, imaginons, j'ai des plaquettes de présentation, j'ai du marketing, donc ça fait partie du mémoire. Donc ça veut dire que j'ai quand même déjà ma Ah mémoire oui, déjà oui, montée. tout à fait. Non, je comprends, je vois où tu veux en venir. Souvent, il y a des entreprises qui vont me dire: «Mais on a déjà des outils, on a déjà une mémoire technique et cetera». Ma réponse numéro 1, c'est: si vous avez tous les outils et que tout se passe bien, pourquoi on parle? C'est qu'il y a un truc, vous voulez faire mieux, vous voulez transformer plus, donc déjà le fait qu'on a une conversation, c'est intéressant. Ensuite, un deuxième point qui est important du coup, c'est dans tous les cas, quel que soit le client, que vous soyez un client à 100 000 € de chiffre d'affaires ou à 100 millions, le process de créer votre mémoire technique nécessite on va se nourrir de tout ce que vous avez déjà en interne, en marketing, en présentation. Donc toutes les présentations commerciales que vous avez, on va les prendre. Toutes les présentations PowerPoint que vous avez, on va les prendre. On va voir votre site internet. Si vous avez des vidéos, on va les regarder. Donc, on va vraiment se nourrir de tout ce que l'entreprise dispose. Et à partir de là, on va se nourrir de cette information qui va nous aider, un, à mieux comprendre le domaine d'activité, 2 à mieux comprendre comment vous, vous opérez dans ce domaine d'activité, qui n'est pas la même chose que votre concurrent, et 3 qu'une fois qu'on a digéré tout ça, on va pouvoir accoucher du mémoire technique. Mais du coup, c'est un prérequis, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. De la même manière, qu'un boulanger, il a besoin de farine pour fabriquer du pain. Nous, notre farine, ça va être le contenu dont vous disposez déjà, mais on va accoucher d'un document, un mémoire technique, qui n'a pas, en plus, un document qui n'a pas d'équivalent en vente B2B classique. Et c'est ça aussi qui fait sa difficulté. Et c'est pour ça que je dis, une chose qui est vraie, c'est que les chances
qu'un patron de PME tout seul devant son PC trouve magiquement la recette pour faire un mémoire technique, c'est compliqué. Parce que c'est un document qui ne peut que se créer à force d'aller-retour. Mais moi, hein, j'ai eu un premier jour où j'ai dû créer un peu ma mémoire technique, bah, je l'ai fait. J'ai soumis à un acheteur qui m'a dit c'est pas bon. Bon, ok. Deuxième fois, c'est un peu mieux, mais c'est toujours pas bon. Une troisième fois, bah là, ça fait 15 ans. Au bout d'un Ouais, les moment, allers-retours font donc au bout d'un que. moment, c'est l'exemple que je prends souvent, c'est un peu comme la souris dans le labyrinthe. Bah, à force de se cogner la tête, t'en es au mauvais endroit. Bon, au bout d'un moment, elle connaît le labyrinthe par cœur. Donc moi, des boss, j'en ai comme ça. Et ça fait 15 ans que je parcours le labyrinthe. Donc épargnez-vous 15 ans de temps et passez par moi directement. Mais la difficulté, c'est ça. C'est que il n'y a pas de recette, c'est pas un truc de laboratoire. Vous n'avez pas trouvé la recette tout seul. C'est vous allez pondre d'une première version, la soumettre, avoir une critique. Cette critique va vous permettre d'avoir une version numéro 2 que vous allez soumettre, qui va être critiquée, qui va donner une version 3 que vous allez soumettre, qui va être critiquée, et ainsi de suite, jusqu'à qu'on trouve la recette gagnante. Et pour une entreprise qui part de zéro, ouais, ça, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans d'apprentissage. Nous, ce qu'on permet de faire, c'est vous faire gagner du temps Ouais, de directement. compresser les En délais. 3 semaines, vous avez votre mémoire technique. Donc en fait, on ramène le futur. Là, on est quoi en 2025? Plutôt que d'attendre d'avoir un document propre en 2029 à force d'essais et d'erreurs, on vous amène le 2029, on vous l'apporte tout de suite. Et tu vois, je pensais aussi à un autre élément. Moi, en tout cas, pour moi, c'est une erreur parce qu'il le sous-estime, c'est la partie compréhension du besoin aussi, en mémoire. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mémoire technique quand tu ouvres le document. Donc, encore une fois, on se met dans un contexte. Vous répondez à un appel d'offres public. Donc, la PME répond. La PME répond. Déjà, vous n'êtes pas le seul à répondre. Donc, vous avez divers dossiers. Donc, vous êtes en concurrence. Donc, je vais ouvrir différents dossiers que je vais lire, etc. Et je vais arriver au vôtre. Et là, je vais ouvrir le document. Et là, je vais voir. Je vais ouvrir page 1, notre entreprise. OK. Section suivante, nos équipes. OK. Section suivante, nos équipements. Regarde, ça c'est vrai qu'il a déjà un mémoire technique, c'est pas une plaquette, hein, on va dire. Mais OK. Mais pour moi, c'est pas comme ça que ça va se traiter. Ah, pour moi, un mémoire technique, vous devez commencer par le besoin du client. Le client, il doit ouvrir, mettons la mairie de Marseille, il ouvre et il voit compréhension de votre besoin. Donc, on a bien compris que votre besoin, c'était ça, ça, ça. Le contexte, c'était le suivant. Vous sortez de 4 ans de marché où il s'est passé ça, ça, ça. Là, on est sur un sujet de communication, donc du coup, qui a vraiment un impact en termes de marque pour la ville de Marseille, surtout dans un contexte où, et là, c'est encore mieux, je prends un exemple de communication, si tu sors un truc qui n'est pas dans le cahier des charges, mais tu connais le contexte. Tu dis surtout dans un contexte où pour la ville de Marseille, il s'est passé ceci, cela, où il va y avoir un événement très important. Donc, dans ce contexte-là, de votre cahier des charges, mais plus de ce qu'on connaît du contexte de la ville, c'est extrêmement important qu'on ne loupe pas le coche. Et à partir du moment où on a mis ça en place et qu'on a bien compris votre besoin, on va maintenant vous expliquer pourquoi nos moyens humains, nos moyens matériels et notre méthodologie sont les meilleurs pour répondre aux besoins dont tu viens de parler. Vous êtes prêt à continuer à lire le document? Et là, tu fais, bah, bien sûr que je suis prêt à lire à continuer le document, tu rigoles. Là, tu me tiens. C'est un peu le parallèle que je fais, c'est un peu comme les mathématiques. Beaucoup de gens qui n'aimaient pas les maths à l'école, mais peu importe. Comment ça se passe? Vous avez un énoncé, en fait. L'énoncé, c'est le besoin du client. Et en fait, après, tous les éléments de l'équation ne servent qu'à répondre à l'énoncé. Donc, l'énoncé, c'est ça. L'énoncé, le besoin du client, c'est l'énoncé, c'est l'équation à résoudre. Le mémoire technique, il vise à résoudre une équation et l'équation, c'est le besoin du client. Donc, en commençant par établir le besoin du client, d'une part, vous le rassurez dès le début en disant waouh, le mec, il me parle et il me comprend. C'est pas une plaquette qu'il est en train de me faire, parce qu'il est en train de me parler de mon besoin et de le mettre en perspective. Et du coup, à partir du moment où ça c'est en place, oh, il fait combien de pages son truc? 70? Ouais, mais vu comment ça commence bien, là, le film il commence bien, je suis rassuré, je peux mettre les pieds sous la table et lire. Donc, ça a vraiment une importance Ça pour. a une importance cruciale. Après, le problème, c'est qu'établir un mémoire technique, c'est un document. Il n'y a pas de science. C'est que chacun va avoir sa recette. C'est comme écrire une chanson. Tu as des gens qui vont dire, faut mettre le refrain tout de suite. Comme ça, tu accroches l'auditeur et tout. Et après, tu ralentis, tu mets les trucs. Et tu as des gens, ils ont sorti des tubes comme ça. Et toi, ils vont dire, non, nous, pour faire un tube, tu commences doucement. Après, tu montes en pression, tu fais un drop. Il n'y en a pas un qui a raison, qui a tort. Et les deux sont capables de créer des hits, tu vois ce que je veux dire, de créer des tubes. Donc, un mémoire technique,
T'en as qui vont faire. Mais de mon point de vue, moi en tant que créateur de hits, on va dire sur les mémoires C'est un peu un techniques, morceau de musique, en fait. ouais, c'est une équation à résoudre. Donc dans la musique, leur équation, c'est j'ai 3 minutes 30, je dois accrocher l'auditeur et il doit m'écouter jusqu'à la fin. L'équation à résoudre quand tu réponds à un appel d'offres et que tu arrives sur la partie mémoire technique, le mémoire technique, c'est un document où l'acheteur, il doit l'ouvrir. Il doit le parcourir, il doit fermer et il doit se dire j'ai affaire à quelqu'un qui non seulement a compris mon besoin, mais je suis rassuré sur sa capacité à y répondre. Et donc je signe avec lui. Ça, c'est vraiment les éléments. C'est vraiment les éléments et c'est pour ça que c'est assez particulier. Et c'est un document qui n'a pas d'équivalent en vente B2B classique, dans le sens où en B2B ordinaire, déjà vous rencontrez le client en amont. Si vous faites du B2C, vous faites du particulier, vous changez des chaudières, vous rencontrez Madame Martin, Monsieur François, peu importe. Donc vous rencontrez, ah c'est ça, ah l'eau chaude, ça marche pas bien, ah d'accord, ok, donc on va intervenir, ok, ça marche, d'accord, je vois comment on va revenir pour faire l'intervention. On va rentrer du coup à l'agence et on va vous envoyer du coup un devis avec un truc explicatif, etc. Mais donc tu as rencontré le client en amont. En B2B, c'est analogue. Tu rencontres un client, d'accord, on a bien compris votre besoin, on va rentrer au bureau, on va vous faire l'offre, etc. Et en plus, tu envoies ton offre et limite, tu peux rappeler ton client en disant, vous avez vu l'offre, ok, et tu la commentes. Là, en appel d'offres, tu réponds par écrit. Donc, tu soumets un dossier. Tu n'es pas dans la pièce pour accompagner. Donc, à aucun moment, tu vas projeter un truc en expliquant. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un document. Un prix, c'est un prix. Encore une fois, il va lire les annexes financières, il va voir le montant en total. Voilà, c'est un devis. Hein. Mais mémoire technique, c'est un document qui va ouvrir, qui va découvrir. Vous n'êtes pas là, chef d'entreprise, pour expliquer le document. Donc, il doit être capable de naviguer dans le truc sans vous. Et en plus, la navigation doit être claire. Et le résultat, encore une fois, l'équation à résoudre, c'est quand il ferme le document. Enfin, ça va pas être comme ça parce que ça va être du PDF, mais vous avez compris le truc. Quand il ferme le document, et il doit se dire, ils ont compris notre besoin. Ils ont les moyens humains, matériels et la méthode pour y répondre. C'est eux qui ont le Il faut contrat. pas oublier non plus, là, je dirais peut-être aussi préciser qu'il y a un engagement contractuel. Tu vois, Il y a- faut pas oublier je par suis- rapport au prix, il faut qu'il y ait une c'est ça. synergie entre les deux quand Il y a un même. engagement contractuel où le mémoire technique, on va rentrer un peu dans le jargon, mais le mémoire technique, il est opposable. Opposable, ça veut dire qu'en fait, ce que vous avez mis dans le mémoire technique est engageant et vous engage vis-à-vis. Donc, en fait, l'acheteur peut se retourner contre vous si vous ne respectez pas ce que vous avez mis dans le document. Donc, il a aussi cette importance-là, c'est qu'au-delà de vous permettre d'avoir des points en plus, etc., c'est que c'est extrêmement important de vérifier et de contrôler ce que vous mettez dedans. Ne vous engagez pas sur des choses que vous n'êtes pas capable de faire. Parce que, encore une fois, ce qu'on appelle opposable, c'est-à-dire que c'est une chose si tu prends un engagement ou que tu écris quelque chose, on peut se retourner contre toi. Il y a pas mal d'années, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, je fais une digression, mais c'est pour expliquer le concept. À l'époque, il y avait les tentes dans Paris pour les sans-abri, il y avait les associations qui défendaient les sans-abri. Et il y avait un projet qui était de rendre le fait d'avoir un logement comme droit opposable. Ce qui aurait voulu dire qu'un citoyen qui n'avait pas de logement pouvait attaquer l'État. C'est ça, opposable. Et ils voulaient mettre le droit au logement comme droit opposable. Chaque Français aurait eu comme droit opposable un droit au logement. Et donc, si tu es français et que tu n'as pas de logement, c'est un droit opposable. C'est écrit dans le texte. Donc, j'exige, vous devez le faire. C'est ça, opposable. C'est vraiment un engagement où si tu prends un engagement et que tu ne le tiens pas, tu es attaquable. Ils l'ont pas fait. Et donc, c'était en 2007, je crois. Donc, ils l'ont pas fait. Je t'ai dit, parce que c'est un engagement très fort. Ils se sont dit, vous êtes confiant dans la capacité à tenir un engagement Non, Parce on que n'est souvent, pas. tu vois, Donc, on ne le crée pas, donc on le fait pas. je pense aussi la problématique, c'est quand on travaille avec des clients, c'est que ils se disent, bah, le consultant, il va s'occuper du mémoire technique, il va rédiger, je vais être tranquille. Moi, je fais juste les prix et généralement, des fois, il va pas lire correctement en Alors, fait. quand on ouvre un nouveau client, il y a deux choses qui se passent en simultané. La première, c'est qu'on va démarrer la détection de ces appels d'offres. Donc, il a commencé à recevoir de manière hebdomadaire un tableau avec voici les appels d'offres qui sont en cours. Et on va lancer le travail de création de son mémoire technique. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, on va se nourrir de tout ce dont il dispose. Donc, s'il y a du marketing, on va prendre. S'il y a des vidéos, on va prendre tout ça et on va accoucher du coup du document. Cette première version du mémoire technique, c'est un mémoire technique initial. C'est-à-dire que généralement, il va pas forcément répondre à un appel d'offres précis, mais il va décrire du coup la méthodologie type ou la méthodologie standard. Si je suis plombier et que je dois intervenir pour changer un chauffe-eau, voici la méthodologie que je vais déployer, etc. Euh,
Si je dois intervenir chez un bailleur social pour intervenir pour remplacer les chauffe-eau chez le locataire, ça va commencer depuis, je vais afficher des petites affiches dans les couloirs pour prévenir qu'on va intervenir entre telle date et telle date, ce que personne n'écrit, mais du coup, ce que vous faites dans la vraie vie, du coup. On va intervenir entre 10 et le 22, etc. Donc, ça va commencer par tout ça. J'ai perdu le fil de la question, du coup. C'était par rapport à la question que tu as posée, par C'était par rapport... rapport en fait à l'erreur hein, que fait souvent un client. Il se dit bah je m'occupe uniquement du prix, j'ai C'est pas de ça, relecture c'est ça, et c'est il n'y a bon. pas de Ouais, c'est synergie. ça. Donc en fait on oublie en fait Ouais. l'impact mutuel en fait du prix sur le mémoire et du mémoire sur le prix en fait. Alors, C'est pour adresser le premier truc qui est... on va commencer la création du mémoire, ça va être un mémoire technique initial. Donc, qui va décrire depuis comment je placarde des affiches dans les couloirs avant de faire l'intervention jusqu'à comment je suis l'acheteur, etc., etc. Mais ça, c'est un mémoire technique initial. Le travail ensuite qu'on va faire avec le client, quand on est amené à répondre avec lui en récurrent, c'est que cet appel d'offres initial, on va l'adapter à chaque appel d'offres. D'accord. Et le deal, du coup, il est le suivant, c'est que le client s'occupe de faire le prix et les visites de site, notamment si vous êtes concerné dans le bâtiment, et que nous, on va prendre le mémoire technique qu'on a créé ensemble, qu'on va adapter du coup à plein d'éléments, mais à deux éléments principaux, qui vont être les besoins exprimés au cahier des charges, dans un document qui s'appelle le CCTP, mais on verra ça pour un prochain podcast, et on va l'adapter donc aux besoins du cahier des charges et aux critères de l'appel d'offres. Ce qui nécessite du coup deux choses. Le mémoire technique initial qu'on a fait avec le client, il doit être bon, parce que c'est lui qui va servir de matériau, de matière première pour répondre à tous les appels d'offres suivants. Et effectivement, on peut rencontrer des fois des clients qui prennent des raccourcis en disant non, mais c'est bon, ou alors qui vont se dire de toute façon, ils gèrent. À Conquête ou Philippe ou Vincent, ils gèrent, donc on sait que ils vont faire un bon mémoire. Donc nous, on va juste faire le prix, ils vont nous faire le mémoire et on va déposer. Et ça, j'essaye d'éduquer les clients. C'est pas que j'essaie d'éduquer les clients, c'est que je leur dis qu'on va éviter. Notamment les clients qui disent non, mais c'est bon, on a confiance, vous avez compris ce qu'on fait, donc on relie plus. Le piège de ça, d'une part, c'est que le client peut négliger sa lecture du cahier des charges en disant moi je fonce sur les prix, je remplis mon Excel et c'est bon. Sauf qu'il n'a pas lu que dans le CCTP, il y avait des sites d'intervention supplémentaires parce qu'il s'est dit bah, c'est le patrimoine de la ville de Paris. Donc j'ai compris Paris, donc je chiffre, c'est bon. Et sauf que tu n'as pas vu que page 38, on a aussi des trucs dans le nord et on a aussi deux bâtiments. Et ça, tu n'as pas vu parce que tu as foncé sur le prix et tu as fait un chiffrage. Et vu que ton chiffrage ne prend pas en compte ces déplacements supplémentaires, ton chiffrage il est faux. ça peut être une erreur aussi quand on Bah, est tout seul. c'est une erreur parce que si tu as l'appel d'offres à ce prix-là et que tu n'as pas compris qu'il fallait aller à Hénin-Beaumont pour faire des prestations supplémentaires, c'est mort. Parce que si on parle pas des sites supplémentaires, mais qu'on répond avec ce mémoire, Ah oui, on ça y est est, quand même mais engagé c'est pour engageant. s'occuper. Ça y est, quand tu réponds à un appel d'offres, c'est engageant. Tes prix sont contractuels et ton mémoire technique est opposable. Donc tes pieds Donc en fait, points limite, liés. on Ouais. pourrait dire que une autre erreur hein, qui est sous-estimée, c'est justement la lecture Tout à du fait. dossier. Exactement. Et c'est pour ça que je vais faire un rappel à l'épisode 2 du podcast. On expliquait les 6 étapes de réponse à appel d'offres. Et dans les étapes extrêmement importantes, il y a l'étape 2 de téléchargement du dossier et de l'étude du dossier. Et l'étape 3 qui est le go ou no go. C'est est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas. Et c'est extrêmement important. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable de tenir les engagements ou de répondre aux besoins qui sont exprimés dans la durée, parce que si on répond à un marché qui fait 4 ans, c'est pas juste je suis capable de le faire à la première année, c'est que je suis capable de le faire pendant 4 ans successifs. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable de le faire, no go, on n'y va pas. Mais à partir du moment où vous appuyez sur le bouton pour dire j'y vais, c'est engageant, que ce soit en termes de prix ou en termes de mémoire technique. Donc, l'erreur, effectivement, c'est de se lancer là-dessus et de se lancer dans des engagements en disant je vais rendre la mariée plus belle, quoi. Ouais, on fait ça, ouais. Puis ça aussi, on le fait, ouais, super. Ouais, sauf que si demain, Hmm. on remporte le contrat, on va dire, ouais, c'est écrit page 38. Hein. Au final, c'est pas rentable. Dans certains cas. Non seulement c'est pas rentable, mais en plus, si vous le faites pas, il y a des pénalités. En plus, parfois, on peut être engagé sur plusieurs années Et aussi. en plus, voilà. Et en plus, une fois qu'on est engagé sur un appel, vous pouvez pas sortir. Hein. Parce que c'est encore une fois, bah non, bah j'arrête de jouer. Non, je crois pas, non. Ça marche pas comme ça. Y a pas on divorce pas comme ça. Il faut vraiment bien faire attention à l'engagement Il faut contractuel qu'on vraiment prend. faire attention au marché auquel on répond parce que tout ce que vous écrivez en termes de prix, en termes donc de valeur technique
dans le mémoire, c'est opposable et ça peut être retourné contre vous. C'est comme dans les films américains, ils disent les droits, ils disent tout ce que vous disiez pourrait être retenu contre vous, donc C'est exactement ça. c'est exactement ça. Votre mémoire technique, c'est pareil. Il y a un flic qui vous dit tout ce que vous dites dedans pourrait être retourné contre vous, donc soit vous gardez le silence, mais dans ce cas, vous répondez pas, ou soit vous parlez, et dans ce cas, vous dites ce que vous faites. Et tu dirais, toi, en termes d'erreurs les plus récurrentes, par exemple, présentation des moyens humains. C'est quoi l'erreur qu'on retrouve le plus souvent dans un mémoire Alors par j'ai rapport à vu ça? plein de trucs, j'ai vu l'organigramme où il n'y a pas de nom. C'est un client que j'aime bien, donc si tu te vois, sache que voilà, mais je te l'ai dit. Donc l'organigramme avec juste RD, non. SP, voilà. Je sais pas si c'est un Stéphane ou une Sandra, je sais pas qui c'est. Donc voilà, donc je t'aime beaucoup, mais non, faut pas. Ou alors juste la liste avec François Dupont, commercial, ok, etc. Avec les années d'expérience. Bah, le truc trop lapidaire. Donc ça c'est pas bon. Les moyens matériels, c'est le pire. Je pense que les moyens matériels, c'est le pire sous formaliste. On a une pelleteuse, on a 3 voitures. Modèle, c'est quel modèle? C'est quoi comme pelleteuse? À quelle mission ça répond le À quoi ça sert dans l'exécution du marché? Pourquoi celle-là et pas une autre? Dans tes 3 voitures, il y a peut-être une voiture électrique. Ah bah tu me l'as pas dit. Oui, on va peut-être et en plus, l'écrire. ça a un impact sur le critère RSE, hein, Et par voilà, répercussion. exactement. Donc ça, c'est les erreurs qu'on voit régulièrement. Mais en fait, un mémoire technique, c'est pas tellement ce qu'on met dedans, c'est faut comprendre le concept. Une fois qu'on a compris à quoi ça sert, à quelle équation on doit répondre, vous êtes sur le, vous êtes sur le bon terrain. Je vais te donner un exemple. Je vais faire une digression, mais c'est utile. Quand tu sais comment fonctionne un ordinateur, un PC portable, tu sais comment fonctionne un PC portable. Si le bouton de lancement, il est à gauche au lieu d'être à droite, si la prise casque, elle est pas devant, elle est derrière, si tu comprends le concept de comment fonctionne un PC portable et tu sais qu'il y a un bouton d'allumage, tu sais qu'il y a une sortie casque audio, tu sais qu'il y a un clavier, et cetera, peu importe en fait qu'on déplace 2 touches, tu pas besoin de sortir des notes. Tu comprends le concept, donc même si on te le change de côté, ça fonctionne. Un mémoire technique, c'est ça. Si tu comprends le concept de ce qui doit être dans un mémoire technique, tu sais qu'il doit y avoir tes éléments, pour y répondre. Je commence par les besoins clients. Et à partir du moment où le besoin du client est bien identifié, du coup, mes moyens matériels et ma méthodologie servent à répondre à ce besoin. Donc, ok, c'est bon, je vois. Que tu mets le truc à l'endroit à l'envers, tu arriveras à la même destination. Parce que tu sais quel est ton point de départ et quel est ton point d'arrivée. Si tu vois mémoire technique comme un truc où c'est un truc où je vais mettre du blabla pour essayer de choper le devis, donc je dois essayer de mentir, mais pas trop, je dis, pff, on part sur un truc complètement différent. Je vais faire un petit aparté sur le mémoire technique pour vous dire à quel point il n'a pas d'équivalence en vente classique. Euh, c'est un exemple que je vais prendre. Il n'y a pas longtemps, j'ai été à Darty et j'ai acheté une friteuse sans huile. Tu vas me dire quel rapport avec notre conversation. Je vais te dire quel rapport. Quand j'ai acheté cette friteuse sans huile, à quoi ça ressemble? Déjà, c'est un package que j'ai vu, en fait. Il faut savoir que ma cuisine, elle est rouge. Du papier peint rouge. Donc, en fait, la friteuse sans huile était rouge. Donc, j'ai vu le packaging, j'ai dit, rouge sur rouge, ça irait bien avec ma cuisine. Donc j'ai un packaging attractif, tu vois. Donc j'ai pris le truc, etc. Et je l'ai ouvert, j'ai regardé, j'ai sous-pesé, je fais, ah, c'est pas mal. Donc du coup, je l'ai acheté. Et quand je l'ai acheté, on m'a donné une petite facturette avec le prix dessus. Ok, bon ça c'est un élément. Et quand je suis rentré chez moi, que j'ai ouvert le packaging, du coup, j'ai vu qu'il y avait une notice d'utilisation. Donc en fait, c'est un document qui te dit, si tu veux faire marcher cette friteuse sans huile, il faut que tu la branches. Il faut te laisser de l'espace, ne pas la coller contre un mur, parce que ça dégage de la chaleur. Voici les boutons sur lesquels appuyer si tu veux faire des frites ou si tu veux faire du poulet. Et donc, j'ai une notice d'utilisation qui me dit comment ça marche. Et j'ai un autre document à côté qui est ma garantie. Donc, si tu as une tuile et que tu veux faire un échange marchandises, bah, il faut l'envoyer en Allemagne et ton numéro de garantie, c'est ça. Un mémoire technique, c'est un document qui fait tout ça à la fois. Là où dans un truc d'électroménager, voilà, c'est un packaging attractif. Donc, c'est un truc qui donne envie d'acheter. Dans l'occurrence, c'était un carton avec l'image du truc. C'est un packaging qui donne envie. L'équivalent de la notice d'utilisation, ça va être comment tu déploies. Si je signe demain chez toi, comment ça va se passer?
Il est où le bouton on? Il est où le bouton off? Si j'ai un problème de SAV, ça se passe comment? Eh ben, c'est la notice d'utilisation de tes produits, de tes services. S'il y a un SAV, ben, c'est le document de SAV. Donc, il va servir là où dans ma... Voilà. C'est quoi les garanties? Mais c'est un document de garantie. Donc, tu n'as pas vraiment d'équivalent dans dans un document classique. Et le mémoire technique, là où dans un appareil électroménager, ben, c'est 5 trucs différents. Tu as le packaging d'un côté, le document de garantie de l'autre, la notice d'utilisation d'un troisième côté, etc., etc. Ton mémoire technique, c'est tout ça en une fois. Et c'est en achetant ce truc, j'ai dit, mais en fait, c'est ça le truc. Et à partir du moment où tu sais quels sont tes points de passage et ce qu'il doit avoir dans le document pour rassurer l'acheteur sur le fait qu'il a fait le bon achat, que s'il y a un problème, il a une notice d'utilisation et qu'il y a un numéro à qui appeler, et que, etc., etc., tu sécurises le truc. Parce que, après, tu vois aussi, là, je repense à la partie, on va dire, centrale du mémoire, c'est la méthodo. Ouais. La méthodo, tu me diras, bah, c'est simple. J'explique justement l'exemple que tu donnais là tout à l'heure par rapport au plombier. J'explique l'émission, j'arrive sur le place, je change, je récupère le matériel et je pars du site. Ouais, complètement. Mais pour toi, l'erreur la plus répétitive par rapport à la partie méthode, c'est quoi en fait? C'est qu'est-ce qu'on oublie de faire en fait, tout simplement sur cette partie-là? Ah, c'est pas tellement une erreur ou c'est moins une erreur ou un oubli, c'est que la plupart des gens ne savent pas faire. C'est pas qu'ils oublient de faire un truc, c'est pas comme j'oublie les clés je sais pas comme je suis sorti de chez moi, j'ai oublié les clés. Je sais que je dois avoir les clés en sortant, j'ai juste oublié. C'est pas le cas. C'est qu'ils savent pas à quoi ils savent pas à quoi doit ressembler en fait une méthode de mémoire technique. Je vais te donner un exemple. J'avais fait une intervention devant des entreprises il y a relativement récemment et j'avais pris un exemple en fait pour illustrer le truc. J'aurais dit qui parmi vous n'est jamais allé au restaurant? Lève la main. Personne ne lève la main, donc tout le monde a été au restaurant dans sa vie. Je fais OK. Je fais si demain vous deviez expliquer dans un mémoire technique ce que fait un restaurant, qu'est-ce que vous mettrez dedans? OK. Bah, un restaurant, bah, je mettrais, ben, c'est un lieu en fait où on reçoit des gens, on leur sert à manger. Ça alors il y a eu beaucoup d'allers-retours, hein, mais la conclusion du groupe, ça a été ça, de ceux qui ont parlé dans le groupe. Ben, c'est un lieu en fait où on donne à manger aux gens, on les met on les met à table, on leur sert à manger, et cetera. On leur demande s'ils sont contents, ils achètent du vin, puis à la fin, ils sont machin. Je fais: «OK, d'accord. Donc ça y est, tu as dit tout ce que fait un restaurant?» Je fais: «Ouais, d'accord». Il y a pas d'appel d'offres comme ça de restaurant, mais j'ai dit: «Si tu joues contre moi et que je dois décrire ce que fait je te tue». T'as pas parlé de la réservation. Tu réserves pour aller au resto, la plupart du temps. Je parle d'un vrai restaurant. Ah ouais, ouais, mais tout le monde le fait. Voilà, encore une fois. Tout le monde le fait, c'est pas la peine de l'écrire. Oui, mais moi, je l'aurais écrit, pas toi, donc je vais te manger. Ensuite, tu arrives. Tu décris pas le process. T'es accueilli par un. T'es accueilli par. Qui t'installe à table, etc. On te sert une carte. Oui, mais ça, je le sais. Oui, mais non. Tu dois l'écrire. C'est dans le process. Il y a aucun restaurant qui existe, on ne donne pas un menu. Toi, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit: «On m'a installé à la table, on me sert à manger, je suis parti». Vous êtes tous allés 500 fois au restaurant. Il y en a pas un qui a pensé à me dire: «On me donne un menu». Parce que pour vous, c'est tellement naturel que vous l'écrivez plus. Et quand on a fait tout, je vais pas tout faire tout le truc, mais quand on a fait tout le process de l'expérience que c'est pour de vrai que d'être au restaurant, ils se sont dit: «Mais c'est vrai qu'en fait, il se passe tout ça». C'est juste qu'on n'a pas pensé à l'écrire. Et dans le cadre de l'entreprise, c'est exactement la même chose. Tu vois, l'autre question aussi, peut-être, c'est. Je pense là, il y a une erreur aussi. Après, ça dépend des boîtes, de la politique interne des boîtes, mais la partie RSE aussi. Tu vois, vu que parfois, ça peut compter Ah, pour jusqu'à 10% quand même de la note dans certains cas. c'est vrai, mais Mais ça fait partie quand même aussi du mémoire en soi, tu vois. ça fait partie du mémoire, mais du coup, c'est un peu soumis aux mêmes règles. Si l'entreprise a des difficultés pour expliquer son offre de manière claire sur son cœur d'activité, elle aura les mêmes difficultés du coup pour déployer comment elle fait sa RSE. Donc ça aura un impact encore Et plus moi, important. t'as vu ce qu'on reçoit en RSE? On est, désolé, on est imprime vert, voilà, avec une copie d'écran du imprime vert. C'est quoi imprime vert? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu as mis en place pour avoir cette qualification, etc., etc. Ah, mais c'est évident, tout le monde sait ce que c'est un prime vert. Non! Tout le monde sait ce que c'est dans
ton Tout cœur de métier, métier. mais l'acheteur public, il ne sait pas ce que c'est du tout. Parce que parfois, il y a des acheteurs qui sont spécialisés et d'autres non aussi. Exactement. Donc ça, on rentre après dans un autre débat qu'on pourra adapter du coup à l'épisode 4 du coup qui viendra. Donc là, vous en savez un peu plus sur mémoire technique. Si vous voulez vous lancer le faire tout seul, on espère que ce podcast vous aura aidé sur les pièges à éviter. Et si vous voulez gagner du temps et pas passer 4 ans à apprendre de vos erreurs, passez nous voir. Merci, à la prochaine. Merci à vous.